Et tout vient de la volonté. Tout vient de la cause finale d'Aristote. J'en parle très souvent dans les cours de théâtre. L'objectif de vie. La cause finale d'Aristote, qu'est-ce que c'est? C'est l'objectif de vie. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Où je veux aller? Tout le monde n'est pas gentil. Et c'est pas bon d'être gentil avec tout le monde. Non. Parce que la bienveillance, c'est une énergie. Et la bienveillance, c'est pas une énergie qui est illimitée. Si on la donne à des personnes qui n'en valent pas la peine, eh ben on en a plus pour des personnes qui en valent la peine. Et c'est pour cette raison qu'il est important de pouvoir s'interroger sur ce qui nous anime, sur ce qu'il y a au niveau du plexus, c'est-à-dire 5 cm au-dessus de l'ombril, cette espèce d'espace, de quelle manière on arrive à le remplir d'une pluie de pétales de plaisir et de satisfaction. Bien parler de manière éloquente et riche, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. J'ai toujours été fasciné par le fait de former des gens qui sont dans l'excellence, des comédiens, des personnes qui ont des entreprises, qui ont des magasins, comme des personnes qui sont des personnes étrangères qui apprennent à parler français. Est-ce que tu sais que le mot travail en latin vient du mot trepalium, qui est un objet de torture? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que finalement, cette notion d'effort, elle a été négativisée. La différence entre le ça, le moi et le surmoi. Et c'est Freud qui disait ça. Freud disait qu'on y a 3 personnalités. La première des choses sur laquelle vous devez porter énormément d'attention, c'est vos cercles d'amis. Et arrive un moment, on a même des réflexions qui nous disent « Ah mais t'as changé, heureusement que j'ai changé ». Il y a beaucoup de gens qui confondent l'amour de soi et l'ego. C'est pas pareil. L'amour de soi, c'est que je travaille pour moi et je fais en sorte de pouvoir évoluer. L'ego, c'est que je veux que les gens travaillent pour moi. Khalifa, Comment vas-tu? et toi? Mais écoute, très très bien. Honoré, Très bien. très honoré de te recevoir aujourd'hui pour cette interview. Je voulais la faire depuis un moment parce que tu incarnes, selon moi, un peu la maxime de ce média, l'excellence et la détestation de la médiocrité. Donc, merci beaucoup pour l'acceptation de cette invitation. Tout le plaisir est pour moi. Tout plaisir est pour moi. Vraiment. Merci. Avant de rentrer vraiment dans les détails de ta vie, j'aimerais que tu te présentes, mais vraiment brièvement. Alors, d'où les clés, tu vois. Je fais du développement projet entrepreneurial et je fais à côté de ça en parallèle de la mise en scène. Donc, je fais de la mise en scène de théâtre, je forme des comédiens. Et donc, l'idée est de pouvoir arriver à faire en sorte que les différentes personnes que je croise sur ma route puissent, grâce aux petits éléments que je leur donnerai, grâce aux petits outils que je leur donnerai, puissent arriver à remplir ce qu'on pourrait appeler la marche d'excellence. Bon, voilà un petit peu ce que je fais. C'est très joliment résumé. Vous avez vu, il a une verve incroyable. C'est pas à jouer. Il est vraiment comme ça. Il est vraiment comme ça. Donc, pour le petit secret, on va dire, je suis moi-même dans ta troupe de théâtre. Absolument. Donc, Excellent comédien, d'ailleurs. Merci beaucoup, Khalifa. Donc, et ça, c'est vraiment son caractère et c'est son énergie qui m'a tout de suite frappé chez toi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette interview avec toi. Merci beaucoup. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours tout au long de cette interview. Qui était le jeune Khalifa? Où est-ce que tu as grandi? D'où est-ce que tu viens? De quelle origine? Quelles sont tes origines? Parle-nous un peu de toi. Alors, donc moi, je suis né à Paris. Je suis né à Paris, donc de 0 à 5 ans, je suis resté à Paris. Et après, à la suite de ça, je suis devenu le 93. Donc, mes parents sont partis dans le 93 au Blanc-Ménil. Et donc, moi, lorsque j'étais petit, j'étais fan de football. Et donc, j'ai évolué en faisant du sport, en faisant de la musique. Donc, mes parents étaient très ouverts. Donc, mon père vient de Guinée, de Côte d'Ivoire. Et ma mère vient de la Guadeloupe. Donc, mes 2 parents se sont rencontrés à Paris. Et ils étaient tous les 2 aides-soignants. Ils ont travaillé à l'hôpital. Et donc, à la suite de ça, ils ont créé leur famille. Et donc, mes parents avaient, de fait, une ouverture à 362. Parce que, même si mes 2 parents sont noirs, mais ils ont 2 cultures complètement différentes. Cependant, ils ont réussi à trouver une harmonie afin de faire en sorte, de pouvoir nous élever, ma sœur et moi, parce que j'ai une petite sœur, et de pouvoir faire en sorte que nous puissions toujours être vraiment guidés par cette essence, cet objectif essentiel qui est le travail. Qui est le travail, le fait de pouvoir être finalement le plus sincère possible dans ses objectifs et le fait de se retrousser les manches et d'être proactif. Et ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important pour mes parents et finalement qui est également pour nous maintenant parce que on n'a rien sans effort. On n'a rien sans effort. Malheureusement, nous sommes dans une société qui est en train de finalement de surligner, de survaloriser la paresse, la fainéantise, le fait que les autres doivent faire pour soi. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'amour de soi et l'ego. C'est pas pareil. L'amour de soi, c'est que je travaille pour moi. Et je fais en sorte de pouvoir évoluer. L'ego, c'est que je veux que les gens travaillent pour moi. Quel que soit ce que je fais, quel que soit le mérite que j'ai ou que je n'ai pas.
Et donc ça, c'est important de pouvoir arriver à bien préciser les choses. Parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'après, arrivé un moment, eh bien, on aura un objectif bien précis et que cette espèce de loi de l'attraction va se faire. Et que sur notre parcours de vie, eh bien, on va rencontrer des personnes qui vont être comme ça. Eh bien, des espèces de jalons entre nous et notre excellence. Entre nous et finalement, eh bien, cet objectif qui est censé s'appeler l'épanouissement. Donc voilà un petit peu pour ma vie. Après, à la suite de ça, donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc après le lycée, j'ai fait de la mode. J'ai fait de la mode, j'ai fait de la danse. J'ai dansé avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Montavo Plus. J'étais danseur hip-hop dans cette compagnie-là. Donc, avec cette compagnie-là, j'ai énormément voyagé. En tout, dans ma vie, j'ai fait 46 pays. Avec cette compagnie, j'ai dû faire une trentaine de pays. Et en parallèle, je faisais la mode, des photos, des défilés. Donc, j'ai eu la chance d'aller dans des milieux dans lesquels on ne m'attendait pas forcément. Et ça m'a permis de pouvoir rencontrer des personnes très différentes les unes des autres. Et aujourd'hui, d'avoir un carnet d'adresses qui est extrêmement diversifié et qui me permet de pouvoir transmettre. Donc voilà un petit peu. J'ai eu la chance également de faire de la réalisation audiovisuelle. Donc j'ai travaillé, j'ai beaucoup réalisé en termes de publicité. J'ai fait 3-4 documentaires. J'ai eu la chance de coécrire un film qui s'appelle La Cité Rose, qui est sorti à l'EGC. On était diffusé dans 85 UGC en France. On est passé sur Netflix. Donc voilà. Donc j'ai une carrière qui est assez diverse et finalement, eh bien, qui converge aujourd'hui vers le fait de pouvoir arriver à apprendre des choses à autrui. Et ce qui est marrant, en fait, j'adore ce terme-là, apprendre. Pourquoi? Parce que le terme apprendre est un terme qu'on appelle une énantiocénie. C'est un terme qui est assez rare. Mais qu'est-ce qu'une énantiocénie? C'est un mot qui dit une chose et son contraire en même temps. Apprendre, ça veut dire que je prends de toi, Omar. Donc, tu vas me donner des informations. Et en même temps, c'est exactement le même terme, eh bien, qui a dit que je vais, moi, te donner l'information. C'est extraordinaire. Et ça veut dire qu'il y a vraiment une espèce de réciprocité dans deux personnes qui échangent des informations en réalité. Quel que soit finalement le statut, le poste de l'un et de l'autre. Le professeur apprend de l'élève comme l'élève apprend du professeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de pouvoir surligner, de pouvoir figer dans son esprit, de pouvoir même implémenter, c'est-à-dire de l'ancrer dans son esprit, parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'on aura toujours le cerveau qui sera ouvert et prêt à absorber. Et c'est ce qui me rend plus fort, en fait. Donc voilà un petit peu pour mon petit parcours de vie, parce que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Mais j'imagine, c'est très enrichissant et en plus, on sent chez toi que tu as cette envie de toucher à plusieurs milieux, à différents écosystèmes. Et la genèse un petit peu de tout ça, tu me diras si je me trompe, parce que tu as vraiment appuyé sur le fait que tes parents étaient très ouverts, avaient une vision à 360 degrés. Et j'aime beaucoup ce que tu dis. Et ça m'amène à une question. Est-ce que tu penses que l'antichambre de l'excellence, c'est d'abord une éducation tournée vers l'excellence et tournée vers l'ouverture? Absolument. Maintenant, il y a quand même cette notion de libre arbitre qui fait en sorte qu'une personne qui n'a pas forcément la chance d'avoir des parents qui sont aussi ouverts que ceux que j'ai pu avoir, à partir du moment où cette personne fait une espèce de bilan sur ce qu'elle est et sur là où elle veut aller, il est possible aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à l'IA, grâce à tout un tas de choses, grâce aux rencontres, il est possible de pouvoir se construire. Et se construire en marchant est également une possibilité qui est juste magnifique de pouvoir arriver également à l'excellence. Donc, il n'y a pas de fatalité. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui ont des choses qui sont facilitées par rapport à leur filiation, par rapport à leur environnement, par rapport à leur écosystème de base. Cependant, il est également possible de créer son écosystème. Et tout vient de la volonté. Tout vient de la cause finale d'Aristote. J'en parle très souvent dans les cours de théâtre. L'objectif de vie. La cause finale d'Aristote, qu'est-ce que c'est? C'est l'objectif de vie. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Où je veux aller? Se poser ces questions-là, ça permet de pouvoir faire une espèce de bilan qui soit objectif sur ce que je suis. Et est-ce que j'ai énormément de choses à faire? Est-ce que j'ai un gros effort à fournir afin de pouvoir atteindre le sublime? Et à partir du moment où on se pose cette question-là, il y a un truc énergétique qui est assez étrange. C'est de pouvoir rencontrer des personnes qui vont nous apporter finalement, qui vont nous apporter des réponses, qui vont nous apporter de l'aide, qui vont nous orienter. Et finalement, il y a tout un tas de choses qui vont se construire et qui vont faire en sorte qu'une pierre après l'autre
eh bien, on verra un premier mur se construire, un deuxième mur, un troisième, un quatrième, et après une magnifique forteresse dans laquelle nous serons en sécurité et dans laquelle on sera animé par de la sérénité. Parce que c'est censé être le but, la sérénité. Maintenant, eh bien, l'idée, c'est déjà de pouvoir se poser des questions. Interrogez-vous, interrogeons-nous constamment mais de manière saine, pas en essayant de remuer les traumas, non, est-ce que mes objectifs que j'avais l'année dernière, ils sont atteints? Faites des bilans. Tiens, cette année, là, par exemple, on est bientôt au mois de juillet, ok, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Et le fait de s'interroger là-dessus, ça permet de pouvoir se fixer d'autres objectifs pour l'année suivante, et ainsi de suite. Imaginez ce que ça fait au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. L'effet cumulé. Exactement. Et il y a des personnes qui ne s'interrogent pas et qui se mettent sur off lorsqu'ils vont faire quelque chose de négatif. Ils se mettent sur off pour pas avoir cette espèce de petite voix dans la morale qui les perturbe. Et ils y arrivent. Parce que le cerveau a cette faculté. Le cerveau a cette faculté de pouvoir choisir les informations et de pouvoir trier un petit peu les informations qu'il veut valoriser, qu'il veut faire émerger, qu'il veut voir de manière très prégnante, et les informations qu'il veut mettre sous le tapis. Maintenant, c'est à nous de choisir si on veut valoriser, on veut voir des choses qui nous permettent d'accéder à la qualité, ou est-ce qu'on se met sur off et finalement on n'est que dans de l'effet immédiat, dans cette espèce de dopamine malsaine. C'est-à-dire le plaisir immédiat, ça nous fait du bien tout de suite maintenant de prendre, 18 shots d'alcool, de prendre de la cocaïne, de fréquenter des personnes qui ne sont pas forcément des personnes qui sont de qualité, mais qui nous font rire. Qu'est-ce qu'elle est rigolote, cette personne-là, ça fait du bien sur le moment, mais ce n'est point ce qu'on appelle utilitariste. Et l'utilitarisme, qu'est-ce que c'est? C'est le bien qui est bon, mais au long terme, pas juste à l'instant. On dit souvent que choisir, c'est renoncer, de toute façon. Au bout d'un moment, nos choix ont forcément des impacts positifs ou non sur le moyen long terme. Alors peut-être que tout de suite, oui, c'est top de traîner avec telle ou telle personne, mais sur le long terme, forcément, ça va t'impacter, ça va te contaminer. Tu seras forcément sur les 10 potes. Si tu es le seul qui ne fume pas, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu fumeras. C'est des statistiques, c'est prouvé même par une pléthore d'études. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à son entourage, à sa petite amie, à son copain, bref, aux personnes en tout cas qui sont très proches de nous, au premier cercle, voire au deuxième cercle qu'on côtoie le plus. Et c'est ce que je dis souvent aussi à des amis ou même à des plus jeunes qui viennent me voir. Je leur dis, la première des choses sur laquelle vous devez porter énormément d'attention, c'est vos cercles d'amis. Parce qu'aujourd'hui, on a cette espèce de culpabilité de se dire, j'ai grandi avec lui, dans la même cité, dans le même quartier. Et arrive un moment, on a même des réflexions qui nous disent « Ah, mais t'as changé ». Et j'ai envie de dire, je reprends cette phrase de monsieur Francis Ngannou qui disait « Heureusement que j'ai changé ». Parce que si je n'ai pas changé, ça veut dire que pendant X années, je n'ai fait que du surplace. Et donc, c'est synonyme, en tout cas en théorie, de médiocrité. Le but, c'est de changer. Le but, c'est d'être différent. Meilleur qu'hier et moins bon que demain. C'est souvent ce qu'on dit. Donc, j'aimerais aussi sensibiliser un peu plus les jeunes, pas que d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour changer, mais en tout cas pour prendre sa vie en main et faire les bons choix. C'est qu'au bout d'un moment, on peut rester figé et consolider cette personnalité médiocre qui n'aime pas le changement, qui n'aime pas être dérangé justement par cette petite voix consciente ou non, et de se dire, ça y est, je dois embrasser justement cette voix, embrasser mes responsabilités et mettre un pied devant l'autre. Donc, c'est exactement ce qu'on disait et je te remercie pour ces superbes belles paroles, Khalifa. J'aimerais revenir encore une fois sur ton enfance. Est-ce que tu étais un moqué j'ai trahi la question. Est-ce que, Khalifa, tu étais un jeune moqué? Est-ce que tu étais un jeune différent, clivant, parce que tu faisais peut-être des choix contradictoires, peut-être avec ton écosystème dichotomique? Est-ce que le fait d'avoir fait de la danse, d'avoir connu peut-être des milieux différents de ce qu'on connaît, est-ce que ça t'a valu dérailler? Alors, pour mon cas, non. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, pourquoi? Parce que nous parlons d'écosystème. Donc, j'ai vécu avec également des personnes qui, tout comme moi, faisaient pour le coup, je faisais de la danse hip-hop. Donc, c'est quand même différent de quelqu'un qui fait de la danse classique. C'est vrai. Donc, c'était même plutôt sympa pour les filles. Mais
Ça, on va couper au montage. Mais le fait, eh bien, de faire de la musique. Par exemple, ma sœur faisait du piano, moi, je faisais des guitares, la trompette. Mes amis très proches faisaient également des instruments. Donc, du coup, on a vécu quand même dans un écosystème où, finalement, on venait tous de milieux modestes, mais sans forcément, trop de différence, en fait, entre nous. Donc, non, ça n'a pas posé de problème. Non, c'était plus tard, en étant adulte, eh bien, on peut ressentir des choses comme étant s'approchant de la jalousie. Mais parfois inconsciente. De la jalousie inconsciente. De la jalousie inconsciente. Et ça, c'est important, de pouvoir en être conscient, d'être conscient de la jalousie inconsciente qu'on peut susciter. Okay. Parce que, il y a certaines personnes qui vont essayer entre guillemets, de créer du doute. Non, mais franchement, t'es un mec de banlieue, tu crois que tu vas pouvoir faire ci ou ça? Mais non, un mec de banlieue, attends, arrête. Vas-y, va pas là-bas, ça sert à quoi? Ah, va te parler comme ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, justement, et je pense que c'est inconscient de la part des personnes qu'il y a en face de soi, mais ce sont des choses qui peuvent créer des espèces de petites... des choses qui sont, au début, juste un trait qui fait un mur, et après qui peut s'accroître, et après créer justement un gros trou dans ton mur de confiance en soi. Moi, j'ai de la chance, et de par mes parents, de par mon histoire, etc., c'est que, voilà, peu m'importait. Mais j'ai vu des gens qui ont cédé face à ça, qui ont cédé face au doute, qui était un doute exogène en réalité, c'est-à-dire qui venait de l'extérieur, qui n'était même pas relatif à eux ou à leur personnalité. Mais, il est important de faire attention aux personnes qu'on verra, aux personnes avec qui on va échanger, aux personnes à qui on va se confier même. Parce que, parfois, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément, comme tu disais, même si vous venez du même écosystème de base, mais qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Et tout le monde change. Et tout le monde change avec un chemin de vie qui est différent. C'est d'ailleurs, en fait, la différence entre le ça, le moi et le surmoi. Et c'est Freud qui disait ça. Freud disait qu'il y a trois personnes. Exactement. Il y a la personne sociale, voilà, nous deux qui sommes en train d'échanger, La personne, que tu es, qui a été construite par ton environnement. Construite par l'éducation qui vient de tes parents, par les amis avec lesquels tu as grandi, par les écoles dans lesquelles tu as été. Ces écoles dans lesquelles tu es allé, elles ont une idéologie en réalité, qui est relative au quartier, à la ville, etc., etc. Et donc, ça te construit d'une certaine manière. Et après, il y a le ça. Donc, le moi, c'est la personne sociale. Le surmoi, c'est l'environnement. Et le ça, c'est ta véritable colonne vertébrale émotionnelle. Et arrivé à un moment, ça se fait à une vingtaine d'années en général, il est important de pouvoir laisser s'exprimer, en fait, cette colonne vertébrale, ce véritable pomard, ce véritable caripa. Et ça, il y a des gens qui n'y arrivent pas, ou il y a des gens qui arrivent qui a une cinquantaine d'années. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, à 50 ans, ils explosent toute leur vie, ils changent complètement. Mais en fait, c'est que c'est leur ça qui s'est révélé très tard. Et donc, ils sont restés dans une direction qui a été dictée par autrui pendant 15, 20, 30, 40 ans. Et à un moment, ils craquent. C'est pour cette raison qu'il est important de pouvoir le faire très tôt. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont permis de pouvoir l'accomplir assez rapidement. Et, lorsque, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas ces parents-là, lorsque on fait partie d'un écosystème, qui, de base, est différent de l'écosystème qu'on veut construire par rapport à notre épanouissement, il est important de pouvoir s'interroger sur la nature des personnes qu'on va mettre dans notre écosystème, la nature des personnes qu'on va faire entrer dans notre périmètre de vie sociale ou qu'on va exfiltrer de ce périmètre de vie sociale. Parce que, il est important de pouvoir vraiment garder en tête le fait que tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin. Et donc, le fait de pouvoir arriver au succès et la réussite, c'est le fait d'être bien entouré. Pas des personnes qui nous ressemblent physiquement, pas des personnes qui nous ressemblent en termes de culture, ça n'a rien à voir. Des personnes qui ont la même force, la même motivation, la même détermination que soi. Et d'ailleurs, il y a un tableau qui est au Louvre, La liberté dit dans le peuple, qui est un tableau qui est le symbole de la République. C'est Marianne avec tout un tas de soldats derrière lui. Et ce tableau a été fait par Eugène Delacroix. Et donc, à travers ce tableau, il y avait un analyste allemand qui disait que, en fait, au-delà du côté anti-monarchique,
Eh bien, ce tableau, ce qu'il montre, c'est qu'à partir du moment où on est motivé, à partir du moment où on est déterminé, eh bien, les gens nous suivent indépendamment de notre apparence. Eh bien, parce que cette Marianne est une femme, elle est à moitié nue, et pourtant, eh bien, tous les soldats la suivent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est guide vers la liberté, vers une espèce d'élévation, vers une espèce d'épanouissement. Eh bien, c'est valable pour chacun d'entre nous. Eh bien, qu'on soit issu de cité, noir, arabe, femme, peu importe. À partir du moment où on est droit dans ses bottes, à partir du moment où on est soi-même convaincu eh bien, de ce que nous voulons faire, il y a toujours eh bien, des gens qui vont nous suivre parce que les gens suivent la lumière. C'est comme ça. C'est quelque chose de naturel. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc pour répondre à ta question, non, je n'ai pas eu de problème. Même j'ai même envie de dire au contraire, parce que j'aimais bien le foot, j'aimais la danse, donc c'était plutôt sympa. C'est après, à la suite de ça, en étant adulte, eh bien, que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui, finalement, que ça gênait peut-être eh bien, de voir que j'avais une certaine énergie et que c'était une énergie qui était ascendante. Donc voilà. Super. Ça me rappelle une ancienne discussion qu'on a eue, toi et moi, c'est que l'être humain a un dénominateur commun, enfin, tous les êtres humains ont un dénominateur commun plutôt, c'est qu'ils sont tous touchés par la gentillesse, l'amour, la bienveillance, et qu'à contrario, on est tous, ou en tout cas on déteste tous, la méchanceté, bon, sauf pour les psychopathes, mais voilà, de manière générale, la méchanceté, l'orgueil, l'hypocrisie, bref, toutes ces mauvaises valeurs. Et qu'en réalité, surtout à la vingtaine, l'âge où potentiellement on se révèle, il faut se poser ce genre de questions et faire une introspection en se disant qu'est-ce qui est aligné avec mes valeurs? Qu'est-ce que moi, j'ai envie d'inclure et d'intégrer dans ma vie pour toujours rester aligné avec ma personne, garder ma colonne vertébrale, comme tu le dis très bien. Et malheureusement, ça va sous-entendre certaines actions qu'on ne va pas forcément aimer, comme exfiltrer justement ces mauvaises personnes de sa vie. Et dans un premier temps, on va culpabiliser. Mais je dis tout le temps qu'il faut d'abord se mettre soi au centre de sa vie pour en découler les choses positives et impacter de manière positive son entourage. On fait souvent l'erreur de dire oui, j'aime ma femme, j'aime mon homme, j'aime mon frère, j'aime mes parents. Donc, je vais d'abord penser à eux avant de penser à moi. Alors qu'on devrait faire l'inverse. Pourquoi? Lorsqu'on se met au centre de notre vie, on sera forcément heureux, positif, enthousiaste, avec le sourire, on dégagera quelque chose, on dégagera une certaine lumière, comme tu dis, de l'énergie, et ça va forcément impacter de manière positive tes parents. Pourquoi? Parce que tes parents veulent juste que tu sois heureux dans ta vie. Dès qu'ils vont te voir heureux, ils seront heureux. Tes amis, des vrais, là je parle des vrais, donc ça sous-entend d'avoir des vrais amis. Lorsqu'ils te verront heureux, épanoui, jovial, sourire, ils seront heureux. Donc ça va les impacter positivement. Etc. Donc c'est pour ça que je dis aux jeunes, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions et à faire les actions, jamais la passivité, détester la passivité, mais être systématiquement dans l'action pour pouvoir avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent et être heureux et épanoui tout simplement. Et ça passe par des choix, par la zone de confort qu'on devra bousculer, écarter et créer un environnement sain afin d'atteindre ses objectifs. Donc ça me rappelle beaucoup ce genre de discussion parce qu'on discute souvent avec Khalifa, surtout à la fin des cours. Je vais te poser une autre question, Khalifa. Qu'est-ce que le sport / la danse t'a apporté dans ta vie? Je pense, je sous-entends en tout cas potentiellement la discipline, la sociabilité, le dépassement de soi, l'ouverture d'esprit. Tu as dit que tu as fait 42 pays. 46 pays. 46 pays, exactement. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh bien, c'est tout ce que tu viens de dénoncer. Tout ce que tu viens de dénoncer. La rigueur. Le fait de valoriser le mot effort. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'encourage. C'est le fait de mettre ses enfants dès le plus jeune âge, en fait, au sport. Moi, je fais du sport depuis que j'ai 6 ans. 6 ans, foot, poussin. Ça se voit pas trop. C'est pas ouf, là. Écoute, on essaie de faire des petits efforts. Et donc, cette rigueur, cette appréciation de l'effort, cet amour de l'effort, cette
cette prise de conscience de la méthodologie, eh bien ça, c'est vraiment ce que m'a apporté le sport. C'est vraiment quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que on n'a rien sans effort. Il y a quelque chose qui est très drôle. C'est que rien sans effort, ça veut dire rien sans travail. Est-ce que nous sommes d'accord? Bien sûr. Est-ce que tu sais que le mot travail en latin vient du mot tripalium, qui est un objet de torture? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que finalement, cette notion d'effort, eh bien, elle a été négativisée. Travail, torture, ça donne pas envie, c'est pas sexy. Et donc, je me demande pourquoi, eh bien, c'est ce mot-là qui a été choisi. Alors que le fait de faire un effort, le fait de se dépenser, de dépenser de l'énergie, eh bien, toi qui es un très très grand sportif, hein, c'est voilà, ce karatéka de très très haut niveau, eh bien, même si tu arrives à la frontière de la douleur, mais tu prends quand même du plaisir parce qu'il y a une espèce de fierté du travail qui est accompli. Eh bien, de fierté de l'effort qui est accompli. Pourquoi du travail qui est accompli? C'est même complètement dissonant. Il y a une fierté de la torture qui est accomplie. C'est dissonant. Et en fait, psychologiquement, le fait de pouvoir réellement arriver à inculquer cette notion d'effort qui est censée être de l'énergie dépensée de manière positive, eh bien, je pense que ça a changé le mindset de tout un tas de personnes. Parce que, eh bien, l'objectif qui est visé sera atteint de manière beaucoup plus simple, tout simplement parce que il y a des étapes pour pouvoir arriver entre toi et le fait d'aller à la gare de Garges-Sarcelles. Ce n'est pas un travail, c'est une distance qui est à accomplir. Tu dois marcher, il y a des dépenses d'énergie, mais la satisfaction que tu obtiendras en arrivant à la gare, en prenant un train pour pouvoir aller voir tes amis, voir de la famille, etc., et bien, on peut partir même en vacances, est quelque chose qui, de loin, surpassera cette dépense d'énergie que tu as. Tout ça pour dire que il est important constamment de pouvoir se fixer des objectifs. Parce que c'est cet objectif qui va faire en sorte que l'effort qui sera fourni ne sera pas une espèce de chose coercitive, lourde, une espèce de fardeau. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'après, on en vient à apprécier justement cette dépense d'énergie, à apprécier l'effort. Donc, pour répondre à ta question, oui, le sport m'a énormément appris. Pourquoi? Parce que le sport t'apprend que l'effort est quelque chose qui est positif et quelque chose qui remplit et non pas qui vide. C'est très intéressant. Dépenser de l'énergie te remplit finalement d'une espèce de pétillement d'atomes qui fait clignoter ton regard, qui fait briller ton regard et qui fait en sorte que tu as autour de toi après une aura que les gens remarquent, que les gens constatent. Et vraiment, on tourne il y a 10 personnes, et voilà, et on se dit, purée, mais lui, il a quelque chose de spécial, et les gens vont venir te voir, ils vont venir te parler. Pourquoi? Eh bien, parce que cet effort, tu l'as fourni. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, l'épicentre, c'est soi. Attention, hein. Et attention, j'adore mes parents, mais c'est pas mes parents l'épicentre. Mes parents, ils m'ont éduqué pour que je puisse après être indépendant et autonome. Donc, vivre pour ses parents, non, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif, et c'est même malsain pour des parents qui demandent ça à leurs enfants. Bien sûr. Et ça, c'est important de pouvoir le conscientiser, ça. Le fait que, et comme tu l'as dit, c'est ce que j'appelle, moi, le principe des cercles concentriques. Tu fais un premier cercle et tu mets ton nom, avec ce que tu veux, tes objectifs. Après, tu fais un deuxième cercle autour du premier, c'est-à-dire un cercle concentrique, avec les différentes personnes, les premières personnes qui peuvent apporter à ton projet. Troisième cercle, quatrième cercle, cinquième cercle. Et là, tu as ton écosystème qui est plus ou moins déjà très clair. Maintenant, c'est important, ça, de le faire pour savoir qui sont les personnes qui sont autour de toi. Et de quelle manière, les personnes, un petit peu comme l'équipe de football, quels sont, quel est le rôle de chacune des personnes qui sont autour de soi. Et ça, c'est important de le faire dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir arriver à se sentir accompagné. Une équipe, est faite de plusieurs personnes, chacun son poste. Il n'y a pas 2 avant-centres dans une équipe. Il y en a un. Il y a un gardien. Il y a un milieu de terrain qui est à droite, un milieu de terrain qui est à gauche. Peu importe. Mais chacun a un rôle bien précis. Donc, dans son écosystème, quel est le rôle de chacune des personnes qui est autour de soi? Est-ce que ce sont des personnes qu'on a choisies? Parce que c'est important de choisir les personnes par rapport à sa cause finale, par rapport à son objectif. Maintenant, cet objectif, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le préciser, à le dessiner. Pourquoi?
parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à définir ce qu'ils aiment vraiment. Qu'est-ce que j'aime, moi, à la première personne du singulier? Je pense donc je suis. C'était René Descartes qui disait ça, le cogito. Je pense donc je suis. Qui pourrait être également, eh bien, revisité en se disant j'aime donc je suis. Oh, Qu'est-ce que j'aime? joliment dit. Écoute, merci beaucoup. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, il y a un peintre, Raphaël, un peintre italien, qui a vécu à l'époque de Léonard de Vinci et de Michel-Ange. Donc, en fait, ce peintre-là, a fait un tableau qui s'appelle les trois races. Trois femmes, même visage, même attitude. La seule chose qui les distingue, ce sont des accessoires qu'ils ont choisis. Et en fait, à travers ce tableau, ce que voulait dire Raphaël, c'est que la seule chose qui distingue ces femmes, c'est non pas leur apparence, qui est exactement la même, c'est leur goût. C'est ce qu'elles aiment. Donc, on est cependant. Identifiez ce que vous aimez. Et ce sera beaucoup plus simple après, eh bien, de faire en sorte que les personnes qu'il y a autour de vous se rallieront à vous ou partiront de manière naturelle, sans qu'on ait à faire d'efforts pour cela. Parce que, à partir du moment où on crie haut et fort, où on hurle ce qu'on désire, eh bien, il y a des gens qui seront attentifs à cela et qui vont venir, ou des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir répondre à nos besoins, eh bien, qui vont s'éloigner d'eux-mêmes. Et ça, c'est magique. C'est juste magnifique, en réalité. C'est du carburant pour l'âme. Ce que tu nous dis, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Califor, au-delà de la promotion de l'excellence, on a un autre point commun, toi et moi. Un autre point de vue qui est, ou plutôt une même valeur qu'on partage tous les deux. C'est celle de l'amour des mots. M-O-T-S, pas M-A-U-T. L'amour du champ lexical, avec un champ lexical ultra riche, une verbe travaillée, aiguisée. D'où ça te vient? Et est-ce que tu as dû le travailler en amont, ou plutôt ça a toujours été quelque chose de naturel, une espèce de facilité chez toi? Pourquoi je te pose cette question? Parce que déjà, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer au monastère. Et que la jeunesse qui est très médiocre, et c'est pas un reproche, c'est un constat, et moi aussi je suis médiocre dans X domaine, donc c'est pas un problème, mais la jeunesse a une facilité de parler de manière légère, pour être poli, avec énormément d'insultes, une pauvreté de champ lexical exacerbée, et je me dis que on ne se rend pas compte de la dangerosité, et je pèse mes mots, c'est un euphémisme, la dangerosité d'avoir 300 mots dans son vocable. Pourquoi? Parce que de prime abord, lorsque tu rencontres quelqu'un, un employé, un policier, un gendarme, bref, peu importe, une personne en tout cas qui incarne l'autorité ou qui va incarner l'autorité tout au long de ta vie, pendant un moment de ta vie, ça va dire tout de suite quelque chose sur toi. Et ça va tout de suite traduire un trait de caractère dans ta personnalité. Le fait qu'un policier te parle mal, ça peut, en tout cas, ça n'excuse pas, mais ça peut expliquer potentiellement une légèreté dans ta façon de parler. Alors que si tout de suite, tu t'armes de mots puissants et que tu sais t'exprimer de manière éloquente et élitiste, tout de suite, la personne va percevoir potentiellement, ah, cette personne-là connaît ses droits. Cette personne-là sait s'exprimer. Ok, cette personne-là, potentiellement, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi, etc. avec elle. Donc, c'est pour ça que j'aimerais sensibiliser la jeunesse sur le fait que bien parler de manière éloquente et riche, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Qu'est-ce que tu penses de cette idéologie? Alors, je suis totalement raccord avec ce que tu dis. Je suis totalement raccord avec cela, tout simplement parce que déjà, en neurosciences, ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que le fait de s'adresser à une personne de manière élégante, de manière polie, avec eh bien, des mots qui sont relativement recherchés, eh bien, ça stimule les facultés cognitives de son interlocuteur. Oh. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'une personne te retiendra eh bien, beaucoup plus facilement si tu t'adresses à elle de manière polie. Et en réalité, c'est absolument pas dissonant. Pourquoi? Parce que le fait eh bien, que tu t'adresses à une personne de manière polie, en employant des termes qui sont recherchés, qui sont précis, bah, ça signifie que tu lui témoignes un certain respect. Et étant donné que tu lui témoignes un certain respect,
Ben, c'est un petit peu comme si tu lui montrais eh bien, qu'elle existait, cette personne. Elle existe. Elle a ce sentiment d'exister face à toi par rapport à la manière dont toi tu t'adresses à elle. Donc c'est pour cette raison eh bien, que le cerveau va toi t'enregistrer de manière beaucoup plus aisée qu'une personne qui rencontrerait sur la route et qui lui sortirait des noms d'oiseaux. Donc ça, c'est l'une des raisons, eh bien, qui est une raison extrêmement importante, eh bien, de pouvoir s'exprimer de manière structurée, de manière élégante et de manière élaborée. Deuxième chose, comme tu dis, le fait de s'adresser à une personne avec une certaine rigueur dans la manière de s'exprimer, eh bien, comme tu l'as si bien dit, ça montre un certain niveau intellectuel. Et tout un chacun, tout être humain est sensible à l'intelligence. C'est, comme tu l'as si bien dit, hein, que ça soit un policier, que ça soit une personne eh bien, dans une administration, que ça soit une personne dans le monde professionnel. À partir du moment où cette personne-là eh bien, sait qu'on a un vocabulaire eh bien, qui est relativement diversifié et qui est précis, eh bien, cette personne-là sera d'autant plus attentive à ce qu'elle nous verbalise, à ce qu'elle nous demande, parce que elle sait qu'on arrive à mesurer finalement la qualité de ce qu'elle nous dit. Le fait d'être précis dans les mots, ben c'est ce qui fait en sorte que ce que tu obtiens est également en phase et également précis par rapport à ce dont tu as besoin. Être précis dans la manière de parler, eh bien, c'est également avoir des choses qui sont exactement à la hauteur de ce dont tu as besoin. Verbaliser son besoin avec précision, eh bien, c'est obtenir des chances de pouvoir arriver à atteindre son bien-être par rapport aux outils qu'on demande. Si je dis que j'ai besoin d'un marteau, j'ai pas besoin d'un tournevis. C'est un marteau que j'ai besoin. Et donc, si je dis tournevis, la personne, elle m'amène quelque chose dont je n'ai pas besoin. Eh bien, c'est valable pour tout. C'est pour cette raison que c'est important. C'est pour cette raison que c'est important. Et pour répondre à ta question, alors, j'ai eu la chance, eh bien, d'après ce que disent mes parents, etc. Donc, voilà, on a les verbes assez faciles. On a les verbes assez faciles dans la famille, donc nous sommes des gens, mon père adore lire, ma mère adore lire, ma mère. Alors, j'ai monté une association et on nous demande des cours en français. Ma mère donne des cours de français également. Donc, pour la petite histoire. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose que je travaille. Même aujourd'hui, je lis des articles de neurosciences, de culture, je sors beaucoup, je vais dans des expos, voilà. C'est vraiment quelque chose que j'entretiens. D'accord. Et ça, c'est important. Tout s'entretient. Même les choses eh bien, qui sont les plus innées, si on ne les entretient pas, eh bien, on revient à un niveau eh bien, qui est un niveau basique. Et c'est justement très fort en même temps. Et c'est très beau, parce que ça signifie que finalement, pour ceux qui croient en Dieu, moi je crois en Dieu, donc je le dis que ça, mais après il y a d'autres personnes qui ont fait l'univers, Dame Nature, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'estime que Dieu donne les mêmes chances à tout le monde. Il va te donner du talent, et un autre il va donner de la motivation. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton talent? Qu'est-ce qu'il va faire de sa motivation? Et c'est là où finalement, eh bien, il y a une espèce de régulation finalement du marché. Parce que chacun, avec ses armes, a la possibilité d'arriver, comme je disais tout à l'heure, au sublime, au virtuose. C'est ça. Encore une fois, eh bien, je vais aller dans ton sens quand tu disais que j'étais un amoureux des mots. Le mot virtuose, être un virtuose, un pianiste qui est un virtuose, un chanteur qui est un virtuose, c'est un chanteur qui est excellent, c'est un pianiste qui est excellent. Le mot virtuose vient du mot latin, non pas latin, mais du mot italien qui est virtu. Okay. Avec une espèce d'accent grave sur le i. Et le mot virtu signifie énergie. C'est hyper intéressant. C'est que l'excellence, la virtuosité, ne s'obtiendra sans énergie. Et c'est valable dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, artistique et même personnel. Même en amour. Il y a de l'énergie qui doit être donnée, qui doit être mise. Sinon, on ne peut pas obtenir des choses qui sont pérennes. Ce n'est pas possible. Arrivé à un moment, eh bien, cette espèce de forteresse qu'on essaie de construire, finalement, ne sera qu'un château de cartes eh bien, qui s'écroulera. Et ça, c'est important.
Et ça vient, déjà, comme tu l'as si bien dit, la première étape, c'est la manière dont on s'exprime, la manière dont on verbalise ce que nous voulons. Ça, c'est la première étape. Et après la suite de ça, il y a tout un tas d'autres petites étapes, et qui arrivent progressivement. Bien sûr. Transition toute faite, prochaine étape, ou plutôt la dernière étape de ta vie, de ta longue vie, j'espère, mais en tout cas en ce moment, l'étape de ta vie, c'est d'accompagner des entrepreneurs, C'est ça. donc, comme tu nous l'as si bien dit, et aussi le domaine associatif. Absolument. Et en ce moment même, tu accompagnes ou en tout cas tu formes un tas de jeunes au métier du théâtre, en tout cas à l'acting, pas l'acting, pardon, Au métier de comédien. au métier de comédien, pardon. Est-ce que ça a été important pour toi à un moment de ta vie de transmettre à la jeunesse, ou bien ça t'est venu à un certain âge, ou depuis toujours tu t'es dit il faut que je transmette quelque chose à la jeunesse, j'ai envie d'être au contact de la jeunesse? Alors, en réalité, c'est quelque chose que je fais de manière réellement structurée et réfléchie depuis en étant adulte. Pourquoi? Parce que j'étais dans des domaines dans lesquels on ne m'attendait pas forcément. Dans la mode, il n'y avait pas énormément de noirs, encore moins de noirs qui venaient de banlieue. J'ai eu la chance de danser dans une grosse compagnie contemporaine qui était qui était une des plus grosses compagnies du monde, pour le coup. Et donc, du coup, il n'y avait pas énormément de personnes qui venaient de banlieue et qui avaient eu la chance de pouvoir avoir ce genre de parcours. Et en évoluant, en montant ma boîte, en mettant en place différents événements, parce que j'ai organisé différents événements, des concours, j'ai eu Friano, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis rendu compte qu'il y avait peu de gens qui avaient mon profil, c'est-à-dire noir ou rebeu, moi c'est pareil, venant de banlieue, et que le peu de personnes de ce profil-là, ils étaient tout seuls dans leur tour d'ivoire. Donc je me suis dit, qu'il serait peut-être intéressant de mettre un coup de pied dans cette porte de leur tour d'ivoire et de montrer qu'il y a tout un tas de personnes qui sont des personnes de qualité, qui sont des personnes qui sont douées et qui viennent de banlieue, qui viennent de milieux sociaux qui sont modestes, mais qui ont de l'énergie, qui ont de la force et qui savent faire des choses. Et donc, les personnes qui avaient ce genre de profil, lorsque je les écoutais, lorsque je les voyais, je me rendais compte qu'ils n'avaient juste pas fait les bonnes rencontres. Et c'est là où je me suis dit que j'allais essayer d'être un facilitateur. Et donc, voilà. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé à aider 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai aidé énormément de gens. Et je le fais parce que j'estime que plus il y aura de monde de qualité à des places qui sont des places À responsabilité. à responsabilité, exactement, plus le système changera et sera plus sain et plus agréable. Donc, pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui est venu de manière évolutive, le fait d'aider des gens. Donc, et j'ai toujours été fasciné par le fait de former des gens qui sont dans l'excellence, des comédiens, des personnes qui ont des entreprises, qui ont des magasins, donc que j'accompagne, comme des personnes qui sont des personnes étrangères qui apprennent à parler français. Ça, c'est nos bols d'oxygène, une fois par semaine, et là, je donne un cours de français à des personnes qui ne sont pas allées en France, qui ont des niveaux A1, A2. Et ça, c'est vraiment excellent pour moi. C'est quelque chose qui me revigore. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française, mais qui ont des histoires de vie extraordinaires. Et tu as une force, une résilience, qui ont une espèce de détermination qui est sans pareil et qui finalement serait une excellente leçon de vie pour tout un tas d'entre nous qui avons eu la chance de naître ici en France. Et voilà, et je puise partout. Et c'est ce que je leur dis, c'est que je leur apporte des choses, mais ils m'en apportent énormément aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, de pouvoir prendre... il est important de prendre conscience du fait qu'on a énormément de chance en France. Donc, encore une fois, j'ai beaucoup voyagé. La France est un pays extraordinaire, mais qui a des points très perfectibles. Mais ce pays nous donne la possibilité de pouvoir nous enrichir personnellement. Je ne parle pas en argent, mais de pouvoir nous construire.
Et après, on se vend partout. Après, voilà. C'est exactement. La vie, en général, est très sinusoïdale, comme tu aimes bien dire. Là, déjà, je t'ai chopé le mot. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour rebondir lorsque tu as eu une difficulté, quelque chose qui t'a vraiment blessé, où là, tu t'es dit, je vais pas y arriver, je suis dégoûté, voilà, j'ai mis tant de temps dans ce projet, ça va pas marcher. Pourquoi je te pose cette question? Parce que c'est souvent la genèse d'un grand parcours, les difficultés, les épreuves. Et cette jeunesse, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, les habitants des cités, j'ai envie de leur faire prendre conscience que les épreuves, c'est comme la musculation. C'est ce que j'aime bien dire. Quand tu fais de la musculation, tu déchires en fait tes muscles. C'est quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, de même symbolique, je dirais. Tu déchires ta propre personne. Mais en dormant et en mangeant correctement, le muscle va se reconstruire en plus fort, en plus gros, en plus puissant. Et je dirais que les épreuves, c'est ça. C'est que ça te déchire un peu le cœur de l'intérieur, ça te déchire le mindset, t'es dégoûté, tu ne sais pas comment tu vas trouver une solution justement pour te relever de ça. Mais lorsque tu fais tout pour et que tu arrives à emboîter le pas par pas, et d'arriver justement à ce niveau de me dire j'ai réussi à dépasser cette épreuve, tu deviens plus fort. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu mettais en place? Est-ce que tu parlais avec quelqu'un? Est-ce que tu discutais avec quelqu'un? Est-ce que tu avais des amis formidables qui te tirent vers le haut? Au contraire, tu es un loup solitaire? Bref, dis-nous ce que tu faisais pour être plus fort et surmonter les obstacles qui étaient sur ton chemin. Déjà, il est important de prendre conscience d'une chose. Quel que soit le projet, il y aura des obstacles, il y aura des problèmes. C'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Je vais répondre à ta question. Il y a deux choses qui m'ont toujours permis de pouvoir rester debout. La première chose, c'est que je crois en Dieu. Ça, c'est très important. Maintenant, croire en Dieu, indépendamment de la religion, c'est croire aux valeurs, en fait, divines. C'est-à-dire le fait que Dieu nous aime et que quel que soit ce qui arrive, ça ne vient pas de lui. Ça vient parce qu'il y a positif, il y a le négatif. Et que les solutions, elles vont être dessinées. Donc le fait de se dire, ça va aller parce que je sais que Dieu est là, mais en étant, attention, en étant proactif. Bien sûr. Pas s'asseyant sur une pierre, en essayant d'attendre que le vent passe. Non. En étant proactif, mais en se disant, ça va aller. C'est très dur, c'est très difficile, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais le fait de se dire, ça va aller parce que je sais que Dieu m'aime. Ça aide énormément. Et il y a, comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé des énergies, il y a vraiment quelque chose d'énergétique qui va se passer, qui va se dérouler, qui va finalement décider des personnes qui vont être sur notre chemin de vie et qui vont nous aider. La deuxième chose qui m'a toujours beaucoup aidé aussi, c'est l'amour de mes parents. Je me suis toujours dit que je ne voulais pas que mes parents soient tristes. Et si je suis triste et malheureux, mes parents seront tristes et malheureux. Donc il faut que je trouve des solutions pour que ça aille. Parce que je ne veux pas que moi, mes petits malheurs, impactent mes parents. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et ça, c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde, et ça, c'est extrêmement important, c'est se fixer une cause finale. Je reviens toujours à ça. Lorsqu'on a un objectif, et que cet objectif est clair et sain, eh bien, toutes les épreuves que nous allons avoir après, finalement, eh bien, elles passeront en dessous de nous. Je vais parler de lorsqu'on est sur les Champs-Élysées et qu'on a l'Arc de Triomphe face à soi. Sur le flanc droit de l'Arc de Triomphe, il y a une sculpture. Il y a un côté droit et un côté gauche de Triomphe. Sur le flanc droit, il y a une sculpture qui a été faite par François Rude. Et cette sculpture s'appelle le départ involontaire. Et en fait, cette sculpture n'est qu'autre que le symbole de la Marseillaise. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que la Marseillaise n'a jamais été écrite par un Marseillais, elle est écrite par un Strasbourgeois. C'est assez drôle. On l'appelle la Marseillaise parce que, en réalité, ce Strasbourgeois, Rouget de Lille, il n'a pas réussi à la faire connaître. C'est des Marseillais qui sont montés sur Paris et qui sont montés à pied, qui à chaque fois qu'ils s'arrêtaient en fait dans des villages, ils chantaient cette chanson.
Et donc, du coup, les gens, ils ont fait une association. Ils ont fait ce qu'on appelle une métonymie. C'est une figure de style. Et donc, ils ont associé cette chanson-là au Marseillais. C'est pour ça qu'ils l'appellent la Marseillaise. C'est trop drôle. C'est hyper marrant. Parce que ça veut dire qu'en réalité, c'est pas important d'inventer une chose. Ce qui est important, c'est de rendre cette chose utile pour les gens qui sont autour de soi. C'est assez drôle. Bref, la sculpture, le départ de volontaire, montre une femme qui est élevée, qui est au-dessus de tout un tas d'hommes, qui représentent les choses négatives de la société. La cruauté, l'hypocrisie, la fainéantise, la paresse, etc. Et en fait, cette sculpture, eh bien, ce qu'elle désigne, c'est le fait qu'à partir du moment où on a un objectif qui est sain, on sera au-dessus de toutes les choses négatives qui vont essayer de venir nous faire trébucher, mais qui n'y arriveront pas. Mais encore faut-il avoir un objectif. Pourquoi ? Parce que, supposons qu'une personne veut fonder une famille, mais que son seul but, c'est de fonder une famille. Si elle divorce, ça peut être terrible pour elle. Parce que son but n'était pas d'être heureux, et à travers sa famille, son but était juste de fonder une famille. Et je dis ça parce que, en ce moment, ça c'est quelque chose qui est un véritable... C'est un virus. Il y a énormément de divorces, énormément de séparations. Et c'est quelque chose qui peut faire énormément de mal. Alors que si l'objectif d'une personne est d'être épanouie par des choses saines, et que, malheureusement, le divorce arrive, eh bien, cette personne peut rebondir en se trouvant d'autres moyens de pouvoir arriver à s'épanouir. Et c'est pour cette raison qu'il est important de pouvoir s'interroger sur ce qui nous anime, sur ce qu'il y a au niveau du plexus, c'est-à-dire 5 cm au-dessus de l'ombril, cette espèce d'espace, de quelle manière on arrive à le remplir d'une pluie de pétales de plaisir et de satisfaction. À partir du moment où on se pose ces questions-là, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on aura également autour de soi, un petit peu, comme moi j'ai parfois, des personnes, des amis très proches avec lesquels j'échange, mais qui sont dans le même mindset que moi. Et donc là, il y a l'espèce de plus-value parce que, ils m'orientent, ils me donnent des infos, et donc ils m'aident sur des points qui peuvent être obscurs au moment où je suis dans un état qui est un état qui est pas un état très éclairé pour pouvoir arriver à prendre des décisions. Donc l'environnement, l'écosystème, les personnes que tu vas mettre autour de toi, sont des personnes qui vont également contribuer à ton élévation. Ça, c'est très, très important. Parce que le contraire est également. Les personnes qui auraient choisi mal, ce sont des personnes qui peuvent finalement faire en sorte qu'on régresse. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Tout le monde n'est pas gentil. Et c'est pas bon d'être gentil avec tout le monde. Non. Parce que la bienveillance, c'est une énergie. Et la bienveillance, c'est pas une énergie qui est illimitée. Si on la donne à des personnes qui n'en valent pas la peine, on n'en a plus pour des personnes qui en valent la peine. Et après, on inverse, on donne. C'est-à-dire qu'après, finalement, on devient la personne que les gens de qualité fuient. C'est comme dommage. Alors que le fait de choisir à qui on donne cette bienveillance, à qui on fait preuve de générosité, ça permet de consolider autour de soi cette espèce de muraille qui ne laissera entrer aucune énergie négative. Super, merci. Franchement, merci beaucoup pour tous ces conseils et cette valeur ajoutée de dingue. J'ai une dernière question. Quelle est selon toi la définition de l'excellence ? Quelle est ta définition, ta propre définition ? L'excellence, c'est s'inscrire. Non, parce que je suis un arbre des mots. J'ai eu la chance d'écrire un livre, d'ailleurs. Éducation poétique, un recueil de poésie. Et donc, l'excellence, c'est s'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler la chaîne d'épanouissement humaine. C'est-à-dire arriver à s'inscrire dans une chaîne, dans un réseau, dans lequel on ferait du bien à des personnes qui vont évoluer grâce à cela et qui seront en mesure de faire du bien à leur tour, quel que soit le domaine, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe. Mais arriver à créer une espèce de valeur ajoutée à des personnes qui créeront eux-mêmes de la valeur ajoutée à d'autres personnes. Et ça crée une chaîne qui nous revient et qui nous ouvre des portes, encore plus belles. Là, on est dans l'excellence. Parce qu'on crée quelque chose de vivant. Et là, cette chaîne, elle est animée par une énergie qu'on pourrait appeler le karma, qui fera en sorte qu'on aura des choses encore plus belles. Et que, je vais parler encore de Dieu, le bon Dieu, il va dire, ah non, Omar, allez, je l'aide encore. Ce qu'il a fait là, déjà au premier tour, c'est trop fort. Donc je lui donne encore plus au deuxième tour, il va faire encore mieux. Et bim, au troisième tour, oh là là là. Non, le petit, je l'aime bien. Aïe, il te sourit dessus. Vas-y.
Merci pour cette Voilà, définition. c'est pour moi l'excellence. Merci pour les questions, Khalifa. Écoute, prends soin de toi. Merci de m'avoir invité. Merci. C'était vraiment un très très bon moment. Je Et ça fait toujours très plaisir de voir des personnes qui ont cette intelligence émotionnelle. Et je t'encourage réellement à continuer, à persévérer, à inviter comme ça tout un tas de personnes. Merci à l'équipe, et bien qu'on a fait souffrir un petit peu parce que ça fait un moment qu'ils sont derrière la table des shows. De faire à peu près 73 degrés. Pas grand chose. Pas overnight, hein. Voilà, c'est juste. Ah oui, nous autres, d'accord, c'est juste. Et encore une fois, eh bien voilà, je te souhaite une très très belle continuation et je ne doute absolument pas que ça ira très très loin. Merci. Et très très rapidement. Merci pour tout. N'oubliez pas, les cités dorment, réveillons-les pour les transformer en cités d'or et abonnez-vous. Ciao.